L'amour est ce qu'il y a de plus beau. Vous avez sûrement entendu ça quelque part, et les feux de l'amour ou plus belle la vie, ça compte pas. Sauf qu'en vérité, ça dépend un peu de quel amour on parle. Parce qu'il y a des amours où ça finit en véritable boucherie. Donc pas sûr que finir charcuté à cause de l'amour, ce soit ce qu'il y a de plus beau. Et pourtant, c'est exactement pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. Bah oui, vous l'avez compris, je vais vous raconter une histoire d'amour qui s'est réorientée vers un carnage particulièrement brutal. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur et ça y est, on est en automne. On entre dans le mois du frisson et d'Halloween, d'ailleurs tu vas voir que j'ai 2-3 affaires bien affreuses à te raconter, à commencer par celle d'aujourd'hui. Mais même si c'est le mois de l'horreur, t'as le droit de rester stylé, et c'est Burga, le sponsor de la vidéo qui va t'aider pour ça. Si tu connais pas encore Burga, c'est une marque d'accessoires qui transforme tes objets en véritables accessoires de style. En gros, pour ton téléphone, c'est pas juste une coque, c'est un élément de ta tenue, de ton espace de travail ou de ton ambiance Halloween avec leur dernière collection d'automne, comme tu peux le voir ici. Moi j'ai la coque Salem, elle est juste ici, et honnêtement, tous mes voisins sont jaloux. Bon, sauf ceux qui aiment pas les chats. Regardez comme elle est belle, et en plus on peut mettre une petite bague, hop, derrière pour mieux la tenir, ou mettre le téléphone en mode télé, enfin ce que vous voulez, vous pouvez le pencher et tout. Mais bon, ceux qui aiment pas les chats, ils sont jaloux de mon mug de voyage, et ça c'est le modèle Eternal. D'ailleurs, c'est pas trop une bonne idée de les rendre jaloux, il y en a qui ont fini dans des histoires d'Halloween pour moins que ça. Bon, la finition est canon, les détails sont élégants, et les coques protègent super bien, que ce soit les coques de téléphone ou d'ordinateur, là, que tu vois juste derrière. J'en ai mis une sur mon Mac, c'est le modèle Cursed, avec les fleurs noires, là, magnifique, parce que si t'as un ordi portable, tu sais que ça va te coûter un bras s'il se casse. Bon attends, je repose ça là. Sinon, ce que j'adore, c'est que Burga propose aussi des accessoires coordonnés, des étuis d'écouteurs, des housses d'ordi, ou carrément des sacs, et même des petits carnets avec des chats noirs. Regardez comme c'est assorti avec ma coque de téléphone. Tout est pensé pour créer un univers à ton image et à ton style. Et Burga, c'est le détail qui crée l'ambiance que tu veux, parce qu'il y a plein d'autres styles sur le site, il n'y a pas que ça. Tu vas plus savoir où donner de la tête. Je glisse ça là rapidement aussi, c'est la période des cadeaux et tout le monde a un téléphone ou un ordinateur à protéger. C'est peut-être le bon moment d'être original. Si t'as envie de te créer un vrai style ou de faire plaisir à un proche, va sur le site de Burga, le lien est en description. Je suis sûr que j'en ai sauvé 2-3 pour des idées cadeaux là. Bon, je vais poser ça quelque part et maintenant je vais t'expliquer pourquoi la jalousie, ça peut mal finir, genre en meurtre. C'est parti. Le 8 novembre 2002, vers 13h. Les services d'urgence de Stamford, dans le Connecticut, reçoivent un appel pour le moins inquiétant. Une femme à la voix calme, quoique légèrement nerveuse, les contacte pour signaler une potentielle agression. La plante dit craindre pour la sécurité de l'une de ses voisines, parce qu'elle a vu un homme, de toute évidence très mal intentionné, s'introduire dans son appartement. Un cri a retenti après son entrée, ce qui est effectivement peu rassurant. Mais l'opératrice ne parvient pas à obtenir plus de détails. Son interlocutrice reste évasive et raccroche brusquement après avoir donné une adresse. 123 Harborview, appartement 105. Jusque-là, rien ne semble sortir de l'ordinaire. Après tout, il n'est pas rare que certaines personnes veuillent rester anonymes quand elles font des signalements. Sauf que dans ce cas, l'opératrice tique immédiatement. Elle connaît la ville et sait que l'adresse en question se trouve dans une zone commerciale où il n'y a pas de logement. Dans le doute, elle recontacte le numéro à partir duquel le 911 a été composé et découvre que l'appel a été passé depuis un téléphone public installé dans un restaurant, le Duchesse, établissement implanté sur Shippen Avenue, dans un quartier assez huppé. L'opératrice des services d'urgence en déduit alors que la plante a probablement voulu dire Harbor Drive et non Harborview. Une erreur peut être due à sa nervosité. Par conséquent, une patrouille est envoyée à l'appartement 105, situé au 123 Harbor Drive, dans le complexe Palmer Landing. Une résidence sécurisée donnant sur le port de Stamford, non loin du restaurant, le Duchesse. La plupart des gens qui y vivent sont aisés. Ce sont principalement de jeunes cadres travaillant dans les nombreuses entreprises de la région. La porte d'entrée de l'appartement 105 n'étant pas fermée à clé, les forces de l'ordre peuvent entrer directement à l'intérieur et constatent que la plante ne s'est pas trompée. Un corps baignant dans une mare de sang gît dans l'entrée, celui d'Annalisa Raimundo, une jeune femme de 32 ans qui a de toute évidence été sauvagement attaquée. Son visage, son cou et sa poitrine portent les traces de 9 coups de couteau
asséné avec une extrême violence. Sa tête présente également plusieurs traumatismes, infligés par des haltères retrouvés sur place. L'appartement a visiblement été le théâtre d'une lutte acharnée. Des objets sont renversés et du sang macule les murs et les sols de l'entrée jusqu'au salon. Pourtant, il n'y a aucun signe d'effraction et rien n'a été volé. Les bijoux d'Annalisa sont tous à leur place. Son portefeuille ne semble pas avoir été fouillé. Et son ordinateur portable, ainsi que tous ses équipements électroniques, sont toujours là. Tout indique en réalité que la victime connaissait son agresseur et qu'elle lui a volontairement ouvert sa porte. Mais qui aurait pu vouloir du mal à cette femme massivement appréciée, pour ne pas dire admirée? Ben oui, parce qu'Annalisa faisait partie de ces gens qui ont tout pour eux. C'était la fille des docteurs Renato Raimundo et Suzanne Ramos Raimundo, deux natifs des Philippines qui ont émigré aux États-Unis afin d'offrir un avenir meilleur à leurs 3 enfants. Leur famille incarnait la réussite de l'immigration qualifiée. Annalisa, qui a vu le jour le 11 septembre 1970 à Brooklyn, a donc été élevée par des parents qui valorisaient à la fois l'excellence académique et l'ambition professionnelle. Et elle a brillamment suivi leurs pas. Son parcours scolaire a été si exemplaire qu'elle a décroché une bourse pour intégrer la célèbre université d'Harvard, où elle a obtenu sa licence avec mention. Elle a ensuite poursuivi ses études à l'université Columbia, avec un master en santé publique à la clé. Une formation d'élite qui lui a ouvert les portes des meilleures entreprises pharmaceutiques du pays. Bon, après c'est facile d'avoir un boulot exceptionnel en ayant saigné les meilleures universités du pays. Viens faire STAPS à Strasbourg, on va voir ce qu'elle donne ta carrière après ça. Oh ça va, je rigole. Justement, la carrière d'Annalisa a débuté chez Purdue Pharma, l'une des sociétés les plus prestigieuses du secteur, basée à Stamford. Cette entreprise, spécialisée dans le développement d'analgésiques, emploie certains des plus brillants chercheurs du pays et offre des conditions de travail exceptionnelles. Annalisa y a passé plusieurs années, gravissant les échelons jusqu'à se hisser au poste de directrice adjointe. Elle avait cependant récemment accepté un poste dans une entreprise du New Jersey, parce qu'elle souhaitait se diversifier et relever de nouveaux défis. Ce désir de changement témoignait de sa confiance en ses capacités et surtout de son ambition. Annalisa voulait donc certes que sa carrière évolue, mais elle était déjà très épanouie et sa vie privée n'y était pas pour rien. Depuis plus d'1 an, elle partageait sa vie avec Nelson Sessler, un collègue de 33 ans qu'elle avait rencontré chez Purdue Pharma fin 2000. Embauché par l'entreprise en septembre de cette année-là, le chercheur est rapidement tombé sous le charme d'Annalisa, à la fois belle et intelligente. C'est à se demander s'il cherchait vraiment un travail ou un lieu de speed dating. Quoi qu'il en soit, leur relation professionnelle s'est alors naturellement muée en histoire d'amour et le couple a vite décidé de franchir d'importantes étapes. Après l'été 2002, ils ont emménagé ensemble dans cet appartement en front de mer de Stamford et Nelson a fait sa demande en mariage à Annalisa. Une proposition qu'elle a acceptée avec joie. Aux yeux de tous, Nelson et Annalisa formaient un couple harmonieux, soudés par leurs valeurs et intérêts communs. Mais était-ce vraiment la réalité? Parce que quand les enquêteurs annoncent à Nelson la mort de sa fiancée, il reste étonnamment calme. Bien sûr, ça ne manque pas d'éveiller les soupçons des autorités, qui se demandent si les choses étaient aussi idylliques qu'elles le paraissaient. Quand le capitaine Richard Conklin, de la police de Stamford, prend l'enquête en charge, il ne laisse rien au hasard. Ce vétéran a 25 ans d'expérience et il a déjà traité de nombreuses affaires de meurtre. Les premières heures sont cruciales dans ce type de cas, et les éléments découverts sur la scène de crime orientent naturellement les recherches vers un suspect masculin. L'appel anonyme évoquait clairement un homme, et les blessures d'Annalisa suggèrent une attaque d'une grande violence, qui a dû nécessiter une force physique considérable. Alors, pour ce qui est de la déduction du policier, force physique considérable égale homme, je sens que ça va en faire grincer des dents plus d'un. Mais imaginez un combat entre Emmanuel Macron et sa femme Brigitte. Ah ouais, mais c'est serré en fait, c'est pas évident. Bref, sans réelle surprise, les enquêteurs se concentrent donc sur Nelson, le fiancé de la victime, qui n'a pas eu l'air très ébranlé quand on lui a annoncé son décès. L'homme travaille encore chez Purdue Pharma, où il supervise des équipes de développement de nouveaux médicaments en tant que chercheur principal. Et c'est justement cet emploi qui va permettre aux policiers de faire rapidement la lumière sur son éventuelle implication.
Consciente des enjeux de sécurité liés à ses recherches sensibles et ses brevets de grande valeur, Purdue Pharma a installé un dispositif de surveillance très sophistiqué. Ah oui, faudrait surtout pas qu'une entreprise qui génère des milliards grâce à la santé des gens se fasse voler une recette miracle. Ça pourrait les mettre sur la paille. Mais bon, comme la confiance est de mise chez Purdue Pharma, chacun de leurs employés dispose d'un badge d'accès personnalisé qui enregistre tous leurs mouvements dans l'entreprise. Et des caméras haute définition filment en permanence tous les espaces communs, mais également les accès au laboratoire. Ces enregistrements confirment que le 8 novembre 2002, Nelson est arrivé sur son lieu de travail à 8h30, comme d'habitude, et qu'il n'en est pas reparti avant 17h30, soit bien après la découverte du corps d'Annalisa. En plus, il n'a à aucun moment changé de vêtements, ce qui aurait pourtant été nécessaire s'il avait commis le crime. Nelson dispose d'un alibi parfaitement incontestable. Mais si l'homme qui était le plus proche d'Annalisa est innocent, alors qui l'a tué ? Les enquêteurs viennent de perdre la seule piste qu'ils avaient et comptent maintenant plus que jamais sur les preuves physiques pour en trouver une nouvelle. Les techniciens de la police scientifique du Connecticut examinent donc méticuleusement l'appartement du couple. Dans ce type d'agression à l'arme blanche, il est fréquent que l'agresseur se blesse lui-même au cours de sa lutte avec la victime. Alors, c'est le moment médecin légiste. Faut bien comprendre qu'infliger des coups de couteau, ça nécessite une grande force, d'autant plus que la victime va certainement se défendre. En plus de ça, en enfonçant la lame, il est courant que l'assaillant heurte des os ou des parties solides du corps humain, ce qui peut causer des coupures au niveau des mains ou des bras. Et donc, il arrive régulièrement que parmi le sang de la victime, celui du tueur se mélange. Chaque trace de sang présente sur les lieux est prélevée pour être analysée. Et l'attention des policiers se porte notamment sur l'une d'elles, bien visible, sur le lavabo, dans la salle de bain. Peut-être le meurtrier a-t-il utilisé ce point d'eau pour se nettoyer, soigner une blessure ou même tenter d'effacer des preuves de sa présence après avoir commis le crime. L'échantillon est envoyé au laboratoire d'analyse ADN de l'État du Connecticut, et dans l'attente des résultats, les enquêteurs s'interrogent sur l'identité de la mystérieuse appelante. Le gérant du restaurant Duchesse, qui se trouve à quelques centaines de mètres seulement du domicile d'Annalisa, est questionné dès le début de l'enquête. Malheureusement, il n'a pas remarqué la femme qui a appelé le 911 depuis son établissement le jour des faits. Soit l'appelante a été particulièrement discrète en utilisant le téléphone, soit la fréquentation du lieu à l'heure du déjeuner a fait que personne n'a vraiment prêté attention à elle. Dans l'espoir de la retrouver, ou même d'identifier un potentiel témoin, les enquêteurs quadrillent tout le voisinage. Ils interrogent chaque résident du complexe Palmer Landing, mais également ceux des immeubles environnants. Sans succès. Aucune des femmes questionnées n'a une voix similaire à celle de la mystérieuse appelante. Tout indique que, contrairement à ce qu'elle a affirmé, elle ne fait pas partie des voisines d'Annalisa. Mais dans ce cas, pourquoi avoir menti ? C'est vrai qu'à y réfléchir, rien n'a de sens là-dedans. Ben oui, parce que quand bien même elle aurait effectivement vécu dans un appartement juste à côté, la chose la plus logique à faire aurait été d'appeler le 911 directement depuis chez elle, pas d'aller dans un restaurant du coin pour le faire depuis un téléphone public. Ce dernier point intrigue profondément les enquêteurs, qui pensent à présent que si elle a donné la mauvaise adresse au départ, ça n'avait peut-être rien d'une simple erreur. Ces multiples incohérences font peu à peu germer une hypothèse troublante. Et si cette femme n'avait jamais été un témoin, mais une personne liée au crime ? Cette théorie expliquerait à la fois son étrange comportement et ses mensonges répétés. L'enquête a permis d'estimer qu'Annalisa a été tuée aux environs de midi. Pourtant, l'appel d'urgence a été passé vers 13h10, soit environ 1 heure après son meurtre. Comme si la femme avait pris le temps de réfléchir avant de contacter la police, ce qui n'est pas compatible avec la réaction spontanée d'un témoin bouleversé. Maintenant convaincus qu'ils tiennent une piste solide, les policiers décident de solliciter l'expertise du FBI, afin que l'enregistrement soit analysé sous tous les angles possibles. Il en ressort que la femme a bien parlé d'une voix étrange, saccadée, et que ses phrases étaient peu claires. Pour autant, elle semblait anormalement calme pour quelqu'un qui signale une agression en cours. Mais pourquoi une personne impliquée dans le crime aurait-elle pris le risque d'appeler la police ? La première hypothèse, c'est que la plante a cherché à détourner les soupçons de sa propre personne en orientant délibérément les recherches vers un homme fictif. La seconde, c'est qu'elle voulait simplement s'assurer que le corps soit rapidement découvert pour des raisons
qui reste à déterminer. Les enquêteurs commencent à croire que cette prétendue voisine connaissait bien Annalisa et qu'elle sait exactement ce qui s'est passé dans son appartement le jour des faits. Reste à savoir de qui il s'agit. Ce qui fait avancer l'enquête sur le meurtre d'Annalisa vient finalement d'une toute autre affaire qui se déroule dans un état voisin, 4 mois et demi plus tard. Le 23 mars 2003, vers 15h30, les services d'urgence du Westchester Medical Center voient arriver un homme de 36 ans dans un état critique. Paul Christos vient d'être admis avec 3 plaies par arme blanche au niveau de la poitrine. Il est conscient mais a perdu beaucoup de sang. Et seule une intervention chirurgicale à cœur ouvert peut le sauver. Le plus gros choc vient cependant des explications qu'il donne au personnel médical avant de partir au bloc. Paul leur révèle de but en blanc qu'il a été victime d'une tentative de meurtre. Les autorités sont immédiatement prévenues et les premiers témoignages recueillis abondent dans son sens. Plusieurs personnes affirment avoir assisté à une scène surréaliste sur le parking de l'hôpital un peu plus tôt. Ils ont tous vu une femme poursuivre un homme déjà grièvement blessé avec un couteau de cuisine. La victime, qui se trouve être Paul, a heureusement réussi à arracher l'arme des mains de son agresseur et à la jeter dans un tas de briques avant de s'effondrer. Cette dernière est ensuite remontée dans son véhicule pour prendre la fuite. Par chance, il n'est pas difficile pour les enquêteurs de l'identifier, tout simplement parce qu'il s'agit de Sheila Davalou, l'épouse de Paul. Le soir même, les forces de l'ordre du comté de Westchester procèdent à l'arrestation de la femme de 33 ans dans sa résidence de Pleasantville. Sheila occupe un poste de chercheuse dans l'équipe de développement de nouveaux analgésiques chez Purdue Pharma. Aux yeux de ses collègues, c'est une perfectionniste exigeante, un bourreau de travail capable d'enchaîner les heures de boulot pour atteindre ses objectifs. Sheila maîtrise les enjeux scientifiques et réglementaires de l'industrie pharmaceutique, et ses contributions aux projets de recherche sont systématiquement de haute qualité. Mais selon certains témoignages, elle est également dotée d'une personnalité très complexe. Sheila peut avoir des sautes d'humeur inexpliquées, une tendance à l'obsession sur certains projets, et surtout, elle a du mal à accepter l'échec ou les contradictions. Oui, c'est ça, ce qu'on appelle une personnalité complexe. Née le 11 mai 1969 en Iran, elle a immigré aux États-Unis avec ses parents à la fin des années 70 pour fuir les bouleversements politiques de la révolution islamique. Cette expérience d'exil précoce a forgé chez elle une volonté farouche de réussir dans son pays d'adoption. La famille s'est installée dans la banlieue new-yorkaise de Yorktown Heights, une communauté aisée du comté de Westchester, réputée pour la qualité de ses écoles et son environnement sécurisé. Les parents de Sheila, tous deux des professionnels de santé, ont rapidement reconstruit leur vie professionnelle grâce à leurs qualifications internationalement reconnues. Brillante élève depuis toujours, leur fille a intégré les programmes d'excellence de son lycée et obtenu une bourse afin de pouvoir étudier la biochimie à l'université SUNY Stony Brook. Conformément aux attentes familiales, Sheila a été mariée en début de vingtaine à Farid Moussavi, un homme d'affaires choisi pour elle, selon les traditions. C'est durant ses études supérieures au New York Medical College de Valhalla qu'elle a rencontré Paul, un autre étudiant en médecine avec qui elle a entamé une liaison passionnée. Cette relation adultère a été découverte par Farid, qui a demandé le divorce, pour le plus grand bonheur de Sheila. Elle a ainsi pu épouser Paul et emménager avec lui en 2000. Une histoire prometteuse qui a pourtant définitivement volé en éclats 3 ans plus tard. En interrogeant Paul, les enquêteurs découvrent ce qui s'est réellement passé avant son arrivée aux urgences. Il se trouve que sa relation avec Sheila s'est considérablement dégradée ces derniers mois. Ce qui est vraiment étonnant parce qu'elle a l'air d'être une vraie femme de confiance. Ils en sont même au point où ils vivent davantage comme des colocataires que comme un couple marié. Paul poursuit ses études doctorales en épidémiologie tout en travaillant pour l'université Cornell sur le campus de Manhattan. Cette double activité l'absorbe énormément et laisse peu de place à sa vie privée. Sheila, de son côté, semble de plus en plus distante et ses horaires chez Purdue Pharma sont devenus erratiques. Nombreuses absences qu'elle justifie par des rendez-vous professionnels, formations externes ou encore déjeuners d'affaires prolongés. En gros, elle ne fait plus que croiser son mari.
C'est dans ce contexte de relation conjugale moribonde que Sheila lui a proposé un jeu inhabituel le 23 mars en début d'après-midi. Elle dit à Paul qu'ils devraient expérimenter une activité ensemble pour pimenter un peu leur quotidien. Ouh, un petit 1v1 sur Counter-Strike ? Il est question que les époux soient menottés à une chaise, les yeux bandés chacun à leur tour. Ah non, y a pas ça dans Counter-Strike. La personne qui n'est pas attachée doit passer différents objets sur la peau de l'autre, de manière à ce qu'il devine ce que c'est. Un jeu sensoriel simple, censé raviver leur complicité et introduire un élément nouveau, sans mauvais jeu de mots, dans une routine conjugale devenue ennuyeuse. Paul est désireux de se rapprocher de Sheila et veut sauver leur mariage en perdition. Donc il accepte d'y prendre part. Il n'y voit rien de sexuel ou d'équivoque, plutôt une tentative maladroite mais touchante de raccrocher les wagons. Alors il se laisse menotter à une chaise dans la chambre d'amis et Sheila lui cache les yeux avec des collants. Le jeu commence normalement. Elle lui passe divers objets de la maison sur la peau, qui l'identifient sans difficulté, et l'atmosphère est détendue. Paul commence à croire que cette initiative a peut-être vraiment une chance de porter ses fruits. Sauf que la situation bascule brutalement quand Sheila lui annonce qu'elle conclut le jeu avec un dernier objet spécial. Paul l'entend descendre à la cuisine, et son absence dure plus longtemps que les précédentes, au point qu'il se questionne sur ce qu'elle est partie chercher. Une fois Sheila revenue à ses côtés, elle lui demande encore une fois de deviner ce qu'elle a en main. L'objet est froid, comme métallique, et il a une forme allongée, pas cette forme-là, que Paul ne parvient pas à identifier immédiatement quand sa femme le fait glisser sur son torse nu. Puis la douleur explose, fulgurante. Paul réalise avec horreur que l'objet en question est un couteau, et que Sheila vient de lui enfoncer dans la poitrine avec une force considérable. Avant que la victime ne puisse réagir, son épouse frappe à nouveau. Sheila poignarde son mari une seconde fois au même endroit, avant de se justifier en lui disant que tout ça n'est qu'un accident, et qu'elle n'a pas voulu le blesser. Paul comprend que sa vie est en danger et la supplie de la détacher, ce à quoi elle répond qu'elle a perdu les clés des menottes. Sheila doit finalement briser la chaîne pour le libérer. Sitôt en capacité de bouger, Paul demande à sa femme d'appeler le 911 et elle prend effectivement son téléphone portable pour composer un numéro. Sauf que ce ne sont pas les services d'urgence qu'elle contacte, mais un autre homme, dans le but de lui proposer de dîner avec elle le soir même, dans le plus grand calme, comme si son mari n'était pas en train de se vider de son sang juste à côté. Rassemblant ses dernières forces et usant de tous les arguments possibles, Paul parvient heureusement à convaincre Sheila de l'emmener à l'hôpital. Mais leur trajet vers le Westchester Medical Center, situé à une dizaine de minutes de leur domicile, tourne au cauchemar pour l'homme déjà dans un état critique. Une fois arrivé sur le parking de l'hôpital, Sheila gare la voiture dans une zone isolée, loin des caméras de surveillance. Et au lieu d'aider Paul à sortir du véhicule pour qu'il rejoigne les urgences, elle le poignarde une troisième fois. Cette fois, la victime réagit instinctivement et bondit hors de la voiture pour tenter de fuir. C'est à ce moment que des témoins assistent à ce qu'ils rapporteront aux policiers un peu plus tard. Dépossédée de son couteau par Paul, Sheila s'enfuit pendant qu'il est pris en charge par des médecins. Suspectée d'avoir tenté de le tuer, cette dernière est interrogée par la police de Westchester, mais nie toute responsabilité. Sheila prétend d'abord que Paul est rentré blessé et qu'elle a juste tenté de l'aider en l'emmenant à l'hôpital. Une version qui change rapidement quand elle est confrontée aux multiples témoignages accablants qui ont été recueillis. Sheila sert finalement aux enquêteurs l'excuse qu'elle avait donnée à Paul sur le coup. Il ne s'agit que d'un accident survenu durant un jeu intime qui a mal tourné. Le concerné est pour sa part entièrement convaincu que sa femme l'a délibérément poignardé. Et il n'en fait pas mystère. Et là, à ce stade de la vidéo, vous allez me dire « D'accord, mais c'est quoi le rapport avec le meurtre d'Annalisa ?» En réalité, c'est assez simple. Figurez-vous que l'homme que Sheila a appelé pour lui proposer un rendez-vous après avoir poignardé son mari n'est autre que Nelson, le fiancé d'Annalisa, qu'elle connaissait bien, voire même très bien. Sheila rencontre Nelson au cours de l'été 2001, lors d'un événement d'intégration organisé par Purdue Pharma
pour ses nouveaux employés. À ce moment, il est âgé de 33 ans. Et c'est un chercheur expérimenté qui occupe un poste respecté dans l'entreprise. Son expertise scientifique en fait l'un des employés les plus reconnus de la société. Raison de sa présence au rassemblement, où il croise Sheila pour la première fois. Pour cette salariée fraîchement arrivée, désireuse de s'imposer dans ce milieu compétitif, Nelson représente une sorte de modèle. Et pour ne rien gâcher, elle le trouve très attirant. Ils n'ont donc pas tardé à se rapprocher physiquement. Au départ, le couple illégitime ne se voit que lors d'événements professionnels. Mais leur liaison s'est rapidement intensifiée. Et si je dis couple illégitime, c'est évidemment parce que Sheila est déjà mariée à Paul quand elle commence à fréquenter Nelson. Sauf que ce dernier n'en sait évidemment rien. Sheila, qui a visiblement l'infidélité pour religion, fait en sorte de lui dissimuler totalement son statut marital. Quand elle fait connaissance avec Nelson, elle lui dit qu'elle est divorcée depuis peu et qu'elle préfère garder sa vie privée séparée de sa vie professionnelle. Vu qu'elle couche avec lui, cette logique aurait dû le laisser perplexe, mais bon, passons. Cette duplicité permet à Sheila de mener une double vie parfaite, parce qu'elle vient de mettre en place un stratagème bien rodé afin de ne pas se faire prendre. Pour que Nelson puisse venir chez elle, elle dit régulièrement à Paul que l'un de ses frères, souffrant d'un trouble psychiatrique grave, souhaite venir lui rendre visite. Un proche fictif qui ne doit surtout pas apprendre qu'elle est mariée parce qu'il pourrait mal le vivre, ce qui pourrait dangereusement aggraver son état mental. Paul, apparemment aussi confiant qu'il est peu soupçonneux, accepte ces explications sans broncher et quitte régulièrement la maison, parfois pour des week-ends entiers. Après son départ, Sheila efface toute trace de l'existence de son mari, de sorte à ce qu'une fois chez elle, Nelson reste convaincu qu'elle vit seule. Cette situation malsaine comble la femme infidèle, qui n'est pas peu fière de parvenir à mener de front 2 relations parallèles. Sheila excelle dans l'art de compartimenter sa vie, présentant à son mari comme à son amant le visage qu'ils attendent d'elle. Pourtant, les choses se compliquent passablement pour elle quand Nelson commence à se rapprocher d'Annalisa, qu'il connaît depuis la fin de l'année 2000. Elle est chez Purdue Pharma depuis déjà plusieurs années quand Sheila est embauchée, et elle a tout ce que cette dernière ne peut offrir à son amant. Nelson souhaite plus qu'une aventure, et seule Annalisa est susceptible de pouvoir s'engager dans la relation sérieuse qu'il recherche. La transition est progressive, mais inexorable. Nelson passe de plus en plus de temps avec Annalisa et multiplie les prétextes afin de pouvoir collaborer avec elle sur divers projets professionnels. Leurs échanges, d'abord purement techniques, évoluent vers des conversations plus personnelles, puis vers une véritable attirance mutuelle au fil du temps. Sheila assiste impuissante à cette évolution, perçue comme une trahison personnelle. Elle se retrouve soudainement confrontée à un élément sur lequel elle n'a aucun contrôle, les sentiments naissants de Nelson pour une autre femme. Quand à l'été 2002, après un peu moins d'1 an de relation, il annonce finalement à Sheila qu'il ne veut plus la voir, elle semble accepter la rupture avec philosophie. Une réaction qui rassure Nelson sur l'absence de complications futures. Et on peut comprendre son inquiétude, vu qu'il a quand même joué sur les 2 tableaux pendant plusieurs mois. Mais tandis que Nelson profite enfin librement de sa relation avec Annalisa, Sheila développe une obsession maladive pour ce triangle amoureux dont elle a été exclue. Comme vous le savez déjà, Paul, de son côté, n'y a vu que du feu. Pourtant, certains détails auraient pu et dû l'alerter. Après sa séparation avec Nelson, Sheila commence à raconter quotidiennement à son mari les péripéties d'un triangle amoureux qui se joue à son boulot. Ces récits mettent en scène 3 personnages récurrents. Une femme prénommée Melissa, son collègue, Jack, et une rivale nommée Annalisa. Paul l'écoute sans se douter une seule seconde que Melissa n'est autre qu'elle-même, et que le fameux Jack est en réalité Nelson, son ex-amant. Quant à Annalisa, elle ne prend même pas la peine de lui donner un pseudonyme. Sheila présente cette situation à Paul comme un feuilleton de bureau, qu'elle suit avec amusement et pour son côté divertissant. Cela dit, elle en parle avec un investissement émotionnel qui a l'air de dépasser largement le simple attrait pour les ragots de bureau. Sheila semble particulièrement concernée par le sort de Melissa, qu'elle qualifie d'amie proche ayant besoin de ses conseils pour gérer cette relation compliquée. L'obsession devient telle que Sheila demande à Paul si elle peut lui emprunter du matériel. Elle récupère ainsi ses jumelles de vision nocturne, qu'il utilise pour l'observation astronomique, et un dispositif d'écoute électronique dont il se sert pour ses recherches.
Pour justifier ça, Sheila raconte à son époux que son amie Melissa a besoin d'aide pour surveiller Jack et Annalisa. Son comportement relève déjà du harcèlement à ce stade, mais il y a encore pire. Sheila fait également l'acquisition d'un kit de crochetage de serrure et s'entraîne régulièrement sur la porte d'entrée de la maison conjugale. Forcément, ça n'échappe pas à Paul que ça étonne. Enfin, forcément, c'est peut-être pas le bon terme, vu tout ce qui s'est passé juste sous son nez. Sa femme lui dit alors qu'elle compte aider Melissa, qui veut s'introduire chez sa rivale pour fouiller ses affaires et trouver des preuves qu'elle entretient bien une relation avec Jack. Des mois durant, Sheila épie les moindres faits et gestes de Nelson et Annalisa. Elle analyse chacune de leurs interactions et chronomètre même leur pause déjeuner commune. Sheila transforme sa vie professionnelle en mission d'espionnage permanente et se sert de son poste chez Purdue Pharma pour surveiller sa rivale, ou ce qu'elle considère comme telle, parce que cette rivalité n'a jamais existé que dans son esprit dérangé. Sheila finit ainsi par être dévorée par sa jalousie maladive, et une envie de tuer Annalisa germe peu à peu en elle. Elle planifie ensuite son meurtre durant des semaines, prenant patiemment connaissance de toutes les habitudes de sa future victime. Sheila sait qu'Annalisa lui ouvrirait sa porte, parce qu'elles se connaissent du travail et n'ont jamais eu de conflit apparent. Elle a également connaissance du fait que le 8 novembre 2002, jour de la mise à exécution de son plan, Nelson ne serait pas là. Sa fiancée, quant à elle, prévoit de télétravailler et sera donc seule chez eux. Sheila quitte Purdue Pharma à 10h53 en prétextant un rendez-vous médical et se rend au domicile d'Annalisa. L'agression est d'une violence inouïe. Sheila assomme d'abord Annalisa en lui portant de nombreux coups avec des haltères. Puis elle la poignarde 9 fois au visage, au cou et à la poitrine. Sa rage démesurée la pousse à annihiler physiquement celle qui, de son point de vue, lui a volé Nelson. Après le meurtre, Sheila a assez de sang-froid pour échafauder un plan visant à échapper à la justice. D'abord, elle se nettoie dans la salle de bain de l'appartement. Puis elle se rend au restaurant Duchesse pour passer un appel au 911 en espérant orienter les soupçons vers un agresseur masculin imaginaire. Selon les registres de sécurité de Purdue Pharma, elle revient ensuite au bureau à 13h53. Probablement pour se forger un alibi. Dans les semaines qui suivent le meurtre d'Annalisa, Sheila s'applique à jouer les amies réconfortantes auprès de Nelson, alors dévastée par la perte de sa moitié. Elle le console, l'écoute parler de sa douleur et partage même avec lui des souvenirs de sa victime. Sheila fait preuve d'une apparente empathie et d'une disponibilité constante qui impressionne agréablement Nelson. C'est ainsi que dès le mois de janvier 2003, soit à peine 2 mois après le meurtre d'Annalisa, ils se rapprochent à nouveau. Cette réconciliation amoureuse se déroule dans des conditions particulières, que Nelson accepte sans questionnement, tant il est vulnérable et a besoin de réconfort. En découvrant que c'est lui, que Sheila a contacté le 23 mars 2003 dans l'après-midi, à côté de son mari en sang, les enquêteurs de Westchester décident de se renseigner à son sujet. Ils apprennent ainsi que Nelson travaille lui aussi chez Purdue Pharma dans le Connecticut et que sa fiancée a été victime d'un meurtre violent 4 mois et demi plus tôt. Cerise sur le gâteau, il a également eu une liaison avec Sheila. Quand les policiers contactent leurs collègues de Stamford pour évoquer tout ça avec eux, l'effet est immédiat. Les autorités du Connecticut comprennent qu'elles tiennent peut-être enfin la clé de l'affaire Annalisa Raimundo et élabore un plan. Il est demandé à Nelson de reprendre contact avec Sheila, alors en détention pour avoir tenté de tuer Paul. Ce qu'il accepte. L'homme est équipé d'un dispositif d'enregistrement, et son objectif est d'amener la suspecte à avouer le meurtre d'Annalisa. Malheureusement, elle reste prudente, et nie catégoriquement avoir jamais mis les pieds dans l'appartement du couple. Sauf que les résultats des comparaisons ADN viennent corroborer ce que tout le monde pensait. L'expertise confirme formellement que le sang trouvé sur le lavabo correspond au profil génétique de Sheila. Paul affirme d'ailleurs qu'elle était rentrée avec une vilaine coupure à la main quelques jours après le meurtre. Elle avait prétendu s'être blessée en ouvrant une boîte de nourriture pour chien. Une explication qui paraît désormais bien mensongère. Cette preuve scientifique irréfutable, combinée aux révélations sur sa liaison avec Nelson, établit définitivement la culpabilité de Sheila. D'autant plus que sa voix ressemble curieusement à celle de la femme qui a appelé le 911 le jour du meurtre d'Annalisa. Quand Nelson apprend le poteau rose, il tombe des nues, réalisant que c'est la meurtrière de sa fiancée qui l'a aidé à se remettre de son décès violent. Une femme mariée de surcroît, qui a en plus essayé de tuer son époux. Ouais,
on déconne pas trop avec Sheila. Elle est d'ailleurs jugée dans l'État de New York pour la tentative de meurtre sur Paul en 2004. Malgré une défense qui tente de plaider l'accident et l'instabilité psychologique, elle est condamnée à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Cette première condamnation permet aux autorités du Connecticut de prendre leur temps pour bâtir un dossier inattaquable concernant le meurtre d'Annalisa. C'est en décembre 2008, soit 6 ans après les faits, que Sheila en est officiellement inculpée. Son procès s'ouvre en février 2012 devant la Cour supérieure de Stamford. Et dans une décision qui surprend tout le monde, l'accusée choisit d'assurer sa propre défense. Elle renvoie ses avocats pour plaider personnellement sa cause, et comme souvent, cette stratégie s'avère désastreuse. Sheila permet au jury d'entendre sa voix, qu'ils peuvent directement comparer avec celle de la femme qui a appelé le 911. Durant les 2 semaines et demie de procès, Sheila déploie une défense basée sur la contestation systématique des preuves. Elle remet en question l'expertise ADN, suggérant une contamination croisée des échantillons et soutient que ses proches ne reconnaissent pas sa voix sur l'enregistrement. Seulement, le logiciel d'analyse phonétique confirme une correspondance de 68% entre sa voix et celle qu'on peut entendre dans l'enregistrement. Un pourcentage qui est d'ailleurs monté à 98,8% grâce à l'utilisation de méthodes d'analyse plus modernes par la suite. Vous l'avez compris, Sheila est cuite, mais elle essaie quand même de se raccrocher aux branches. Pour appuyer sa défense bancale, elle fait même témoigner Gary Riley, un ancien cambrioleur et toxicomane. Mais bon, même elle savait que c'était foutu pour elle. Le témoin prétend avoir vu un homme et une femme se disputer près de l'appartement d'Annalisa le jour du meurtre. Mais l'accusation démonte rapidement sa crédibilité, révélant ses multiples versions contradictoires et son passé de dépendance. Ce témoin de la dernière chance ne fait que souligner le désespoir de Sheila, qui tente au passage d'impliquer Nelson en insinuant qu'il pourrait être le véritable coupable. Paul est naturellement là pour témoigner. Et le récit de sa tentative de meurtre enfonce définitivement le clou. Le 10 février 2012, après 1 jour et demi de délibération, le jury déclare Sheila coupable de meurtre avec préméditation. Et le 27 avril suivant, le juge la condamne à 50 ans de prison, une peine qui vient s'ajouter aux 25 ans déjà prononcés dans l'État de New York. Cet ensemble de condamnations équivaut à une peine de prison à perpétuité. Sheila ne sera pas éligible à une libération conditionnelle avant 2079, soit à l'âge de 110 ans, et elle a peu de chances d'y arriver. Elle purge actuellement sa première peine à la prison de Bedford Hills dans l'État de New York, un établissement de haute sécurité réservé aux détenues les plus dangereuses. Sheila a tenté de faire plusieurs fois appel de sa condamnation, portant l'affaire jusqu'à la Cour suprême du Connecticut en 2015. Elle contestait notamment le droit de Paul à témoigner contre elle, invoquant le privilège de confidentialité des communications entre époux. Mais la Cour a rejeté cet argument. Il a été estimé que les conversations en question n'étaient pas protégées, parce qu'elles visaient à tromper Paul plutôt qu'à partager des confidences maritales. En 2020, Sheila a déposé une demande d'habeas corpus devant un tribunal fédéral. Un habeas corpus aux États-Unis, c'est une procédure judiciaire qui permet à une personne détenue de contester la légalité de son emprisonnement devant un juge. Mais cette demande a également été rejetée. Elle n'a donc à présent plus aucun recours, alors que de troublantes questions concernant un autre meurtre non résolu ont émergé. En 2001, une dénommée Nancy Smith a été retrouvée morte dans sa maison de New Windsor, dans l'État de New York. La femme de 32 ans a été frappée à la tête, étranglée et poignardée plusieurs fois, dans des circonstances remarquablement similaires au meurtre d'Annalisa. Il n'y avait aucun signe d'effraction ou de vol, seulement d'évidentes preuves d'une lutte violente. Quand les enquêteurs ont découvert que Nancy et Sheila avaient toutes deux travaillé chez Oxford Health dans les années 90, ils ont commencé à creuser cette piste. L'intrigue s'est encore épaissie quand ils ont trouvé une note mystérieuse sur le calendrier de Nancy. Nelson C.T. Les autorités ont alors interrogé Sheila sur ce meurtre, espérant établir un lien avec Nelson Sessler. Mais après des investigations approfondies, ils n'ont pas pu trouver que Nancy et Sheila s'étaient déjà croisés professionnellement. Et il s'est avéré que la mention Nelson C.T. faisait référence à un groupe de musique que Nancy était allée voir dans le Connecticut. Une coïncidence qui prouve qu'il est facile de suivre une fausse piste et de faire correspondre les preuves à une théorie plutôt que l'inverse. À ce jour, le meurtre de Nancy reste non résolu, mais Sheila demeure officiellement liée à cette affaire
même si aucune charge n'a été retenue contre elle. Pour le reste, elle maintient encore partiellement son innocence. Dans de rares interviews accordées depuis sa cellule, elle admet avoir agressé Paul, mais conteste toute préméditation. Concernant le meurtre d'Annalisa, en revanche, elle persiste à dire qu'elle n'y est pour rien. Sheila invoque des troubles de stress post-traumatique liés à son enfance en Iran pendant la révolution islamique pour expliquer ses comportements violents. Selon ses déclarations, ses actes ne seraient que des réactions impulsives à des moments de crise. Cette version des faits ne convainc personne parmi les professionnels qui ont étudié son cas. Les psychiatres qui l'ont examiné décrivent une personnalité narcissique avec des traits psychopathiques marqués, notamment une absence d'empathie et une capacité remarquable à manipuler son entourage. L'affaire Sheila Davalloo demeure l'un des cas les plus troublants de l'histoire criminelle récente du Connecticut. Paul Christos, quant à lui, a survécu physiquement à ses blessures, mais il porte à vie les traumatismes psychologiques de cette agression. Voici pour cette affaire de triangle amoureux avec une barge au milieu de tout ça. Merci à Burga, le sponsor de la vidéo. N'oubliez pas d'aller sur le site avec le lien en description pour découvrir des ambiances incroyables et des accessoires ultra stylés. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez « Amour » en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très vite. Bye.